Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, nous recevons Dr Clément Aubert, biologiste de la faune sauvage et président de l'association Nature Conservation. Cette organisation transdisciplinaire et collaborative regroupe des scientifiques et experts bénévoles qui accompagnent des initiatives de conservation portées par les peuples autochtones et les communautés locales sur plusieurs continents. Avec Clément, nous allons parler de conservation communautaire, de transmission des savoirs traditionnels et scientifiques, de coopération équitable nord-sud et sud-sud, mais aussi de résilience locale, de gestion des conflits homme-faune, de recherche appliquée, d'écotourisme durable et de renforcement des capacités. Un échange riche à la croisée de la science, de l'éthique et de l'engagement pour repenser nos manières de protéger la biodiversité tout en partant des territoires et des peuples qui y vivent. Alors, très bonne écoute. Alors, bonjour Clément, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Je vais tout de suite vous laisser la parole avec cette première question. Est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît, de votre parcours personnel et de ce qui vous a amené à créer Nature Conservation ? Bonjour Hélène. Merci pour cette opportunité d'être ici afin de parler de conservation communautaire. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique avec un bac professionnel suivi d'un BTS en gestion et protection de la nature, d'une licence et d'un master en écologie et enfin d'un doctorat en écologie de la conservation qui a été réalisé à l'Université de Montpellier et en partie sur l'approche de la conservation communautaire. Depuis une dizaine d'années, j'ai aussi eu l'opportunité de travailler et de collaborer pour et avec des structures françaises et étrangères, publiques, privées et des ONG dans une dizaine de pays sur divers projets de recherche fondamentale, recherche appliquée, gestion et de conservation, et sur une multitude d'espèces, des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et même des insectes. Et ces expériences, elles m'ont permis de forger ma vision de la conservation et de la coopération internationale, notamment du rôle et de la posture que nous devrions avoir en tant qu'acteurs occidentaux de la coopération internationale pour assurer des méthodes de travail éthiques, inclusives et favorisant l'autonomisation des partenaires, pérenniser les projets de leurs propres projets. Et c'est ce qui m'a amené à créer Nature Conservation avec Mathias Desetter en 2017, avec qui nous partageons ce constat et cette vision. Et nous sommes aujourd'hui une équipe internationale issue de diverses spécialités et expertises à partager cette vision commune autour de nos activités et de nos projets. Alors justement, c'est quoi la philosophie de Nature Conservation et en quoi cette approche se distingue-t-elle dans le paysage de la conservation ? Alors, la philosophie de Nature Conservation, c'est de partir des enjeux locaux et de connecter l'approche de la conservation communautaire et l'approche et la recherche scientifique à travers une approche transdisciplinaire et inclusive. Parce que la conservation communautaire est une approche qui place les peuples autochtones et communautés locales au centre d'initiatives de gestion durable et de conservation de la biodiversité, en valorisant leur savoir, en renforçant leurs capacités et en co-construisant des actions avec l'appui de partenaires scientifiques, institutionnels et associatifs. Et cette approche, elle considère les dimensions sociales, économiques et environnementales pour concilier les objectifs de conservation et de développement afin d'augmenter les chances de succès et de durabilité de ces projets de conservation. Et notre démarche, elle vise à renforcer les initiatives de conservation portées directement par les communautés locales, avec l'appui de partenaires locaux, nationaux et parfois internationaux. Et l'objectif n'est pas de mettre en œuvre nos projets à travers à travers les communautés, mais bien de les accompagner dans la réalisation de leurs propres projets. Et cette approche, elle place les communautés en tant qu'acteurs central, en reconnaissant un rôle moteur et leur propre mode de gouvernance. Notre approche, elle est singulière car elle connecte ces initiatives au monde de la recherche académique afin de mobiliser d'autres compétences et ressources complémentaires. Et enfin, nous canalisons en fait ces échanges entre expertise traditionnelle et locale et méthodes scientifiques pour appuyer les projets de conservation sur les territoires. Et les principes d'empowerment et d'autonomisation, ils constituent le cœur de notre démarche, car nos actions, activités et outils sont co-développés en réponse aux demandes des communautés afin d'assurer un leadership local et une pérennité des initiatives.
Il s'agit de sortir d'une logique top-down en se basant sur une co-construction afin d'ancrer les actions dans les réalités du terrain et de garantir une pertinence culturelle, sociale, écologique et également économique. Et pour finir, notre méthodologie de travail, elle est à la fois réplicable tout en restant en contexte spécifique, ce qui fait que l'on travaille sur plusieurs continents. Et les projets menés dans divers pays et contextes, ils s'enrichissent mutuellement. Les actions et résultats obtenus dans un territoire venant renforcer ceux d'un autre. Et enfin, nous nous efforçons de connecter les communautés, les acteurs de l'environnement et les scientifiques autour d'objectifs communs afin de créer des synergies capables de renforcer l'efficacité et la portée des actions de chacun. Merci Clément pour ce bel aperçu de Nature Conservation. J'avais une question sur justement les aires de conservation communautaire. Comment vous faites pour travailler avec les communautés locales dont vous parlez, pour créer et gérer des aires de conservation communautaire? Alors, la création et la gestion d'une aire de conservation, elle commence toujours par un état des lieux des richesses naturelles et du contexte local. Mhm. Et la collaboration entre scientifiques et habitants des territoires, c'est la clé à cette étape. Une de nos contributions consiste notamment, par exemple, à mener des campagnes d'inventaire participatif avec les communautés et des scientifiques locaux. Donc, des volontaires des communautés travaillent alors aux côtés de nos équipes et de nos partenaires pour recenser la biodiversité et mieux comprendre les enjeux et dynamiques écologiques et sociales du territoire afin d'orienter les démarches de conservation. Nous accompagnons également les communautés dans l'identification et la définition des zones d'usage, à savoir les zones de conservation, mais aussi les zones de chasse, de culture et les espaces habités, afin de pouvoir concilier la protection de la biodiversité, l'usage durable des ressources avec les pratiques locales et les moyens de subsistance. Et ces démarches de co-construction et de gouvernance participative, elles permettent l'élaboration et la justification de création d'aires protégées communautaires, par exemple les conditions de conservation au Pérou, et enfin, les aspects administratifs et réglementaires liés au processus de reconnaissance des conditions de conservation sont ensuite réalisés avec les soutiens de structures partenaires régionales et auprès des autorités étatiques. Est-ce que vous pourriez nous donner, Clément, des exemples concrets? On aime bien montrer les retours du terrain, des exemples concrets de collaboration réussie entre scientifiques et communautés locales. Eh ben, bien sûr. Alors, nous avons plusieurs exemples de collaboration entre scientifiques et communautés locales, avec nos partenaires scientifiques péruviens, par exemple, comme Arranca Ecologia et Conservation, ou encore le Muséum d'histoire naturelle de l'Université de San Marcos à Lima, où nous menons des inventaires participatifs qui associent chercheurs et volontaires des communautés. Et de cette dynamique sont nées les brigades communautaires de suivi de la biodiversité, qui travaillent directement avec des équipes de scientifiques. Et ces collaborations, elles ne se limitent pas à la collecte de données, elles reposent sur un échange de connaissances et un renforcement mutuel des capacités. Par exemple, les scientifiques apportent leur méthode, tandis que les communautés partagent leurs connaissances sur la faune et leur environnement. Et ça inspire ainsi les projets de recherche, y contribuent directement, tout en bénéficiant directement des résultats concrets pour la gestion de leur aire de conservation et le développement de leurs projets. Et les chercheurs et les communautés ont ainsi obtenu des résultats très intéressants, comme la découverte de nouvelles espèces, l'amélioration des connaissances sur la distribution des espèces, et parfois même l'observation de comportements peu ou pas documentés jusqu'à présent. Et on a également d'autres collaborations scientifiques avec des chercheurs internationaux. Je vais citer un exemple, par exemple, comme pour étudier la chytride. C'est un champignon pathogène responsable du déclin massif des populations d'amphibiens à travers le monde. Et aussi, dans le même esprit, la co-conception d'outils pour la mitigation des conflits humains-animaux, qui est réalisée par des collaborations avec des partenaires scientifiques. Et j'en profite également pour souligner que l'implication active des communautés est vraiment clé pour les travaux de recherche scientifique, parce que sans eux, ce travail serait beaucoup plus difficile, plus long, plus fastidieux et produirait beaucoup moins de résultats. Et ces mêmes résultats bénéficient aux communautés en termes de visibilité, d'opportunités pour l'écotourisme, de reconnaissance des zones de conservation et recommandations techniques pour la gestion. Donc leur connaissance du territoire, elle est inestimable et c'est cette synergie entre savoirs locaux et expertise scientifique qui rend nos actions efficaces et durables. Alors, vous venez d'en parler justement de recherche scientifique. Donc, on voit bien le rôle joué, hein, le rôle clé joué par les communautés locales. Donc, votre équipe, elle contribue à la recherche scientifique, notamment à travers la découverte d'espèces.
Comment vous faites pour articuler cette production de connaissances avec la conservation de terrain? Tout d'abord, faut savoir qu'une espèce qui n'a pas de nom, c'est-à-dire qui n'est pas scientifiquement décrite, elle n'existe pas. Et une espèce qui n'existe pas, eh ben, elle peut pas être conservée. Donc, la recherche scientifique permet non seulement de nommer et de décrire les espèces, mais aussi de documenter leur répartition, leur écologie et parfois même leur statut de menace. Et sans cette base de connaissances, il est impossible de mettre en place des mesures de gestion et des politiques de conservation adaptées et d'utiliser certains leviers de conservation, comme le statut sur la liste rouge de l'UICN, qui offre une justification supplémentaire pour la conservation de ces habitats et bénéficier de soutien supplémentaire et potentiellement économique et d'opportunités. Et ces travaux, ils bénéficient directement aux actions de conservation locale en permettant d'identifier les zones prioritaires, de concevoir des plans de gestion adaptés et de mieux anticiper les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Et un point important, la description de nouvelles espèces dans les zones de conservation, ça génère une très grande fierté auprès des communautés. C'est un formidable levier de motivation et de reconnaissance du travail réalisé avec les communautés qui renforce leur statut d'acteur de la conservation. Bien sûr. Et vous accompagnez également des pratiques d'utilisation durable des ressources naturelles. Quelles sont, alors on ne peut pas rentrer dans tous les détails hein, évidemment aujourd'hui ensemble, mais quelles sont les activités phares qui sont soutenues par Nature Conservation? Avec nos partenaires locaux, nous accompagnons différentes pratiques d'utilisation durable des ressources qui s'adaptent au contexte et aux besoins des communautés. L'écotourisme fait partie des activités car elle permet de valoriser la biodiversité et les cultures locales tout en générant des revenus directs et indirects. Un autre exemple, dans la région andine de San Martín au Pérou, où la communauté d'Aguano Muyuna a volontairement créé une concession de conservation, protéger ses forêts primaires. Et pour accompagner cette démarche, les habitants, ils ont progressivement abandonné la culture du café en altitude et sont tournés vers la production de cacao plus proche du village. Et ces cultures, elles restent toutefois fragiles car elles sont affectées par les aléas climatiques, les ravageurs, l'absence de débouchés commerciaux structurés parfois. Et avec nos partenaires locaux, on travaille à valoriser cet engagement pour la protection de la nature à travers le développement d'une stratégie marketing axée sur la singularité du territoire, la préservation de la biodiversité et l'implication communautaire. Et tout en accompagnement la mise en place de pratiques d'agroforesterie qui renforcent la durabilité et la résilience de ces cultures. Et l'objectif est de créer des débouchés rentables et équitables autour du cacao en reliant directement la conservation de la biodiversité au développement économique local. Et ces initiatives, elles peuvent prendre des formes multiples et variées et reposent sur une logique simple, permettre aux communautés de bénéficier durablement de leur environnement tout en le protégeant afin de concilier conservation et développement. Merci beaucoup pour cette réponse très intéressante. Autre sujet dont j'ai parlé, évoqué rapidement en introduction, celui des conflits entre humains et faune sauvage. On sait que la gestion de ces conflits, c'est un sujet complexe. Quels outils et approches peut-être singulières développez-vous à ce sujet avec Nature Conservation? Alors, c'est tout à fait vrai. Les conflits humains-faune sont un sujet complexe et qui touche à de nombreuses sensibilités et croyances. Et nous travaillons sur la coexistence. Et la coexistence ne signifie pas qu'il n'y ait pas de risque, mais requiert la tolérance des risques et leur gestion adaptée, de manière à ce qu'ils restent dans les limites du tolérable. Et de manière générale, un grand nombre de situations à risque peuvent être évitées. Du moins, je vais parler des espèces avec lesquelles je travaille, comme les crocodiles et les serpents où on est souvent face à un problème de peur lié à la non-connaissance et méconnaissance de ces espèces qui entraînent des situations et comportements à risque. Et la sensibilisation et l'apport de connaissances, c'est la première approche pour éviter les situations à risque. Avoir une approche et des messages adaptés et parlants, par exemple dans le cas des conflits humains-serpents, apporter des connaissances sur les mœurs des serpents, mettre en avant que les serpents, ce sont des alliés méconnus grâce aux services écosystémiques rendus, comme dans la régulation des populations de rongeurs et autres ravageurs des cultures, qui impactent d'ailleurs directement les rendements et donc les revenus, comme on peut parler, comme je parlais tout à l'heure, du cacao et du café. Et aussi, des gestes simples constituent des solutions efficaces. Par exemple,
se déplacer en botte, utiliser une lampe lors de déplacements la nuit, mais aussi de mettre en perspective les risques, car c'est souvent, par exemple, en essayant de tuer un serpent parce qu'on en a peur, qu'on prend des risques importants et de morsure. Mm. Et concrètement, ça se traduit par la réalisation d'ateliers interactifs et la mise en place d'outils co-construits avec nos partenaires et les communautés, comme des jeux et des livres de collage pour les enfants, pédagogiques, des posters sur des thématiques telles que comment reconnaître si un serpent est venimeux ou pas, pourquoi les serpents sont des alliés des agriculteurs, les bons comportements pour éviter les situations à risque et que faire en cas de morsure avec des protocoles simples. Et ces outils sont mis à disposition des communautés qui sont généralement installés, c'est des posters en grand à zéro, sur les places de village ou devant les bâtiments des actions communautaires de conservation. Alors on voit bien, on voit à travers cet exemple-là particulier des conflits hommes-faune, que le renforcement des capacités, c'est un axe majeur de votre action. Et on imagine aussi que voilà, il y a des approches peut-être à favoriser ou des formats qui marchent mieux que d'autres. Quelles sont justement ces approches un peu spécifiques que vous privilégiez au quotidien pour former et autonomiser les communautés locales? Notre approche dans Nature Conservation, c'est de privilégier l'apprentissage et le renforcement de capacités par la pratique, le terrain, l'échange horizontal et la prise en compte des savoirs et des coutumes. Et pour cela, on privilégie avant tout des méthodes et formats participatifs et pratiques, comme je l'ai déjà bien présenté dans ce que j'ai dit précédemment. Mais concrètement, si on prend l'exemple des inventaires de biodiversité participatifs, le renforcement de capacité, il sera pas du tout le même entre un membre de la communauté qui aurait juste eu le rôle de nous guider sur le terrain et un membre qui aurait activement participé aux différentes étapes, comme la capture, la prise de photos, l'acquisition de points GPS, la réalisation de mesures biométriques, et qui pourra donc, de ce fait, activement participer à la retransmission de la mission auprès du reste de la communauté, à sa façon, avec ses mots, sur le travail que nous aurons réalisé ensemble en forêt. Et ça permet également un retour d'expérience plus pertinent, plus personnel, qui valorise le travail des membres impliqués tout en offrant parfois même la possibilité de partager ses connaissances dans les langues locales que nous ne maîtrisons pas, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et c'est exactement avec ce type de dynamique que nous observons un véritable leadership dans les projets et l'affirmation des communautés en tant qu'acteurs de leur territoire et pour garantir la pérennité et l'impact réel de la conservation. Merci Clément. On parle souvent de coopération nord-sud et on parle un peu moins de coopération sud-sud. Elle est moins valorisée. Pourtant, on sait qu'il y a de nombreux bénéfices. Comment faites-vous pour les favoriser, ces échanges entre les acteurs du Sud et quels bénéfices voyez-vous sur le terrain? En effet, la coopération sud-sud reste encore peu existante et peu valorisée, surtout à l'échelle intercontinentale. Elle existe dans certaines régions transfrontalières, mais pas à large échelle. Elle est freinée par des moyens financiers limités, des complications administratives évidentes et notamment par la barrière de la langue, qui complique les échanges et les rend moins prioritaires au profit de la coopération nord-sud, largement présentée, mais pas toujours, toujours la plus pertinente. Et pourtant, la coopération sud-sud, elle nous semble cruciale, parce que même si les contextes diffèrent, on retrouve des problématiques souvent très similaires. Les menaces qui pèsent sur les écosystèmes et la biodiversité, les conflits entre humains et faune sauvage, ou encore les difficultés rencontrées par les petits producteurs, comme pour le cacao et le café dont on a discuté, et que l'on soit en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest ou à certains endroits en Asie, dans nos territoires d'intervention. Ces acteurs, ces acteurs, qu'il s'agisse de communautés ou de professionnels de la conservation ou de scientifiques, ont énormément à partager. Et que ce soit sur les enjeux communs ou sur les solutions locales qu'ils développent au quotidien, avec Nature Conservation, nous cherchons à créer et à faciliter ces moments d'échange riches et uniques. Et un exemple, moi, qui m'a marqué, c'est la rencontre entre nos partenaires du Pérou et de Côte d'Ivoire. Sur notre mission de 2024, où nous étions en Côte d'Ivoire, deux régions productrices de cacao et café avec des communautés qui se mobilisent pour préserver leurs forêts et qui, sans ce type d'initiative, n'auraient probablement jamais eu l'opportunité d'échanger directement leur expérience et leur savoir-faire.
Et ces dialogues, ils permettent non seulement de partager et de mutualiser ses connaissances, mais aussi de montrer que des solutions locales peuvent inspirer et renforcer d'autres territoires bien au-delà des frontières. Et nous avons pour objectif de continuer de développer la mise en place de coopérations sud-sud, qui renforce aussi la légitimité et l'efficacité de nos actions, mais aussi la cohérence de notre méthodologie, qui capitalise sur ces échanges croisés entre territoires du Sud, car ce ne sont pas uniquement des approches venues du Nord qui sont partagées, mais des expériences directement portées par des acteurs du Sud qui vivent au quotidien les mêmes défis. Et moi, à titre personnel, c'est une partie de notre travail dont je suis vraiment très fier et que je souhaite voir se développer dans le futur. On touche à la fin déjà de notre interview. Euh, J'avais peut-être encore une question, mais on va dire qu'il y en a peut-être, allez, peut-être qu'on peut la dédoubler. Euh, Ce serait déjà, selon vous, quel avenir pour la conservation si celle-ci n'est pas ancrée dans les territoires, les savoirs locaux et la justice sociale? Et puis du coup, si vous aviez un message peut-être à adresser aux jeunes scientifiques qui s'engagent aujourd'hui dans ce domaine passionnant qu'est la conservation. Alors, quel avenir pour la conservation si elle ne s'ancre pas dans les territoires, les savoirs locaux et la justice sociale? Globalement et personnellement, je vois pas vraiment d'avenir pour la conservation sans une remise en cause des systèmes actuels. Les 60 dernières années ont largement été basées sur le système des aires protégées, excluant souvent les populations locales. Elles ont créé, certes, elles ont certes présenté quelques succès, mais elles ont aussi généré de nombreux conflits, un manque d'adhésion locale et et une efficacité globale plutôt réduite. Et les objectifs de la Convention sur la biodiversité biologique, la CBD, qui a quand même été signée par 80%, 96% des pays du monde, ne sont pas atteints depuis plusieurs décennies. Et les populations de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles et de poissons, elles ont chuté en moyenne de presque 70% depuis 40 ans. Donc, à titre personnel, il me semble vraiment urgent de repenser la manière dont nous travaillons. Et la conservation communautaire, c'est un outil complémentaire qui permet d'ancrer la conservation dans les territoires et les savoirs locaux. Et les peuples autochtones et communautés locales, longtemps considérés comme obstacles, elles doivent être reconnus comme des acteurs centraux de la conservation et de l'utilisation durable des ressources. Et d'autant plus que si on met en perspective, à titre d'exemple, simplement les peuples autochtones, ils représentent quand même encore 6% de la population, et ils ont normalement, je mets des guillemets sur le normalement, malheureusement, des droits sur presque 30% des territoires terrestres et ont une identité culturelle généralement très liée à leur environnement. Donc le levier et les possibilités me semblent donc très importantes. Et aujourd'hui, les mots comme inclusion, sciences participatives, conservation communautaire ou participation des peuples autochtones et communautés locales ne doivent pas être de simples slogans entre guillemets à la mode pour lever des fonds sans changer fondamentalement les approches et méthodes de travail. Elles doivent véritablement se traduire dans la manière de concevoir et de mettre en œuvre les projets. Et il me semble également nécessaire que les acteurs occidentaux de la conservation repensent en profondeur certaines de leurs approches de la coopération internationale, encore souvent marquées par une logique quand même néocoloniale. Euh, et, et enfin, pour la seconde question, Le message. et pour conclure d'ailleurs, mon message aux jeunes chercheurs et acteurs de la conservation, il est plutôt simple. Moi, je les invite à remettre en question certains modèles de conservation et de coopération internationale Nord-Sud, consulter les littératures, à développer un esprit critique et de s'engager dans des approches plus inclusives et morales, parce que c'est vraiment en travaillant main dans la main avec les habitants des territoires qui dépendent de la biodiversité locale que des synergies entre chercheurs et conservation elles peuvent exister et qui seront en plus vertueuses. Et c'est à cette condition, il me semble que la conservation, elle aura un avenir plus juste et durable. Bah, écoutez, merci beaucoup Clément. J'espère que votre message sera entendu. Je vous remercie pour ce témoignage très inspirant qui nous rappelle combien la conservation ne peut se faire ni sans les communautés, ni sans dialogue entre savoirs, ni sans solidarité entre territoires. Alors, je vous remercie beaucoup, Clément, d'être venu aujourd'hui. Et à travers les actions de Nature Conserve Action, vous nous avez montré que la science peut se mettre au service de l'autonomie, que les communautés sont des actrices centrales de la conservation et qu'un autre modèle de coopération est non seulement possible, mais encore plus certainement nécessaire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, Clément. Merci beaucoup et bonne continuation surtout. Merci beaucoup, Hélène.
Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à notre chaîne de podcast Les Rendez-vous de la Conservation pour découvrir d'autres voix engagées au service de la nature et de la justice. À très bientôt pour un nouvel épisode.